Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonjour, c'est le premier bloc Before. Nous sommes, comme d'habitude, du côté du tête de course, c'est le Bike and Coffee qui se trouve tout près de la gare de Nyon. Une émission ce vendredi 13 janvier qui va réunir encore une fois le gratin de nos rubricaires, ou en tout cas une partie. La table est trop petite, on ne peut pas prendre tout le monde, donc on fait des choix. Le choix obligatoire, parce que c'est le coach. On ne peut jamais se passer d'un coach. C'est Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe. Bonsoir à Christian Ponty. Bonsoir Philippe. Et bonsoir à Patrice Lefebvre. Bonsoir. 3 coachs. Et puis le journaliste là au milieu qui a pris beaucoup de plaisir à lire notamment certains commentaires par rapport à notre dernière émission. Vous avez fait fort, vous ne ramollissez pas, nous a-t-on écrit, encore une fois, Laurent. Ça fait plaisir. Bah oui. Hein. Ça fait pas plaisir à tout le monde, mais ça fait plaisir à moi-même déjà. Et je vous rappelle que cette émission, si vous ne pouvez pas la suivre lors de sa première diffusion, celle du vendredi, vous pouvez la suivre dès 20h pour la rediffusion. Et puis celle du lundi, vous pouvez la suivre également 2 heures plus tard, ainsi que le mardi matin. Alors, et sur YouTube. Où vous retrouvez, je l'oublierai toujours, je sais. C'est pour ça que je suis là. Bah voilà, exactement. Voilà, merci d'être venu, Christian, et à une prochaine. Alors, comme d'habitude, on va faire ce petit tour de table pour savoir un petit peu ce que vous avez retenu. Je vais m'octroyer le droit d'aborder un sujet. Alors, j'ai jamais abordé ce sujet avec vous, et je ne sais pas comment vous allez réagir. J'avais juste envie de dire 2 mots de hockey féminin tout à l'heure, parce qu'on est en plein dans les championnats du monde U18 féminin, et puis en plus de ça, au niveau du hockey suisse, il se passe pas mal de choses, notamment avec Zouk qui aura son équipe en 2e division suisse. Enfin, on sent qu'il y a une émulation qui se fait autour du hockey féminin. Je voudrais juste avoir votre avis à ce sujet-là. Donc ça, c'est un petit peu ma petite chasse gardée pour aujourd'hui. Allez, on commence avec Christian Ponty. Qu'avez-vous retenu cette semaine ? Alors moi cette semaine j'ai retenu un truc qui m'a touché, c'est la pancarte pour Bikoff à Fribourg. Voilà, comme quoi on peut avoir des passages à vide dans une carrière, on peut être moins bien, mais quand on a marqué les gens pour les bonnes raisons, ils le rendent bien. Et j'ai trouvé ça incroyable de voir Bikoff en train de pleurer. Après, si je peux donner un conseil à Andrei, c'est qu'il mette 2-3 goals. Ça serait vraiment cool pour lui. Ça faciliterait les choses. Non, puis je pense que ça ferait plaisir à son pote Sprunger, parce que Bikoff et Sprunger, c'est quand même les 2 dinosaures de ce vestiaire, et puis ils sont très importants. L'autre chose que je voudrais bien parler de Gianni Nazzi, parce que je suis allé voir le derby sur Teleticino, et en fait il a fait des déclarations 10 minutes à parler. Quand tu es au bas du classement, respect, et il s'est pas débiné, il a expliqué les choses très clairement. Ça, c'est peut-être qu'on en reviendra plus tard. Après Zug, évidemment, en Coupe d'Europe, qui a un peu raté son départ, mais qui s'est repris sur la fin. Le problème, c'est que ils ont un gardien qui est infranchissable, et puis ça va être compliqué pour la suite. Donc, j'espère qu'il y aura du public à Zug au prochain match, parce qu'ils en ont bien besoin. Et puis une dernière chose, puis ça va parler à Patrice, c'est le retour à Montréal de Piquet Souban. Qui a été fêté d'ailleurs cette nuit. Voilà. Et juste, moi, je veux juste dire sur une chose, c'est que Piquet est en avance sur son sport. Je parle bien du hockey, parce que c'est une rockstar, comme il y en a dans le basket, comme il y en a dans les sports américains. Et bon Dieu que ça fait du bien dans un monde tellement conformiste au niveau du hockey canadien. Bon, alors la perche est tendue. Qu'avez-vous retenu cette semaine, vous, Patrice Lefebvre ? Eh bien, moi, je pense que j'avais déjà mentionné un petit texte à toi avec le coach de Davos, qui a perdu son banc. Oui. Et puis, pour faire avec M. Ponty, d'accord avec les commentaires qu'il a dit sur Piquet. Malheureusement, il n'a pas su jouer son rôle comme il faut de rockstar. Il aurait pu avoir
son nom sur le trottoir sur la rue Sainte-Catherine. Malheureusement, il n'a pas usé de son statut de la bonne façon, surtout avec ses coéquipiers, malheureusement. Voilà, c'est très varié aujourd'hui. Et puis alors, Laurent Perroton. Bon, moi, je voulais revenir sur le top 10, c'est-à-dire la 10e place. J'ai fait une petite analyse sur les 4 équipes en ligne. Le retour sur la journée passée et la journée du jour. La Champions League, évidemment. Je voulais parler des coachs de National League avec le nombre de licenciements et ceux qui vont venir bientôt. Et puis les transferts. Je voulais revenir sur la rubrique transferts et notamment en incluant Bikoff dedans, mais il y a pas mal de transferts intéressants. Bon, écoutez, si je vous propose, parce que comme on fait toujours trop long et puis qu'à la fin on doit toujours raccourcir un peu, j'aimerais vraiment qu'on dise 2 mots sur le hockey féminin. Ça sera une première dans cette émission et ça sera en tout cas pas une dernière. Vous avez vu qu'il y a une certaine émulation maintenant qui se fait au niveau de la fédération suisse. On essaye de professionnaliser un peu le secteur et tout ça. Il y a une certaine logique finalement maintenant. Le hockey féminin se développe. Oui, se développe. Pas seulement au Canada maintenant, ça se développe un peu partout, ligue professionnelle en Suède, ligue professionnelle quasiment, ou semi-professionnelle en Suisse. On n'a pas vraiment le choix si on veut avoir des résultats au niveau international. Le niveau du championnat du monde, il est scindé en 2. Il y a souvent à la fin les États-Unis et le Canada. Puis après, il faut essayer d'aller chercher 3 ou 4. Et puis là, s'il y a des ligues professionnelles qui se créent et que toi, tu prends pas ce train-là, tu seras même pas qualifié pour les JO. Ça sera compliqué. Donc, c'est important. On rappelle Daniela Diaz, qui a été longtemps sélectionneuse de l'équipe nationale à Zug. Donc, oui. C'est une vraie volonté de développement. Elle connaît très bien le hockey féminin. Et puis après, pour parler un petit peu, on a quand même suivi les images. Et puis la jeune athlète de 14 ans qui a mis ce goal fantastique. Là, Slovaque, on voit les qualités individuelles chez les filles. Donc intéressant à suivre en espérant que ça se développe bien. C'est toujours important que lorsque tu développes ce genre de projet d'avoir des gens à la tête au niveau politique qui sont très puissants et très cohérents. Et c'est là-dessus où on va voir comment la fédération va s'en sortir. Bon, on a un petit peu arrangé les règlements pour pouvoir obtenir tout de suite des gros noms, pas dans l'élite tout de suite, mais en tout cas dans l'antichambre, puisque tous les clubs de l'élite avaient la possibilité d'emblée de pouvoir proposer une équipe féminine en deuxième division, enfin en Ligue B, ce qui s'appelle la SWHLB aujourd'hui. Alors on a 7 équipes seulement, 7 équipes féminines seulement dans l'élite, avec un club roman, c'est Neuchâtel. Ouais. Et puis vous avez en deuxième division Fribourg qui est actuellement en tête d'ailleurs. Et puis justement arrive maintenant, il y a Bienne qui aimerait bien avoir une équipe, mais enfin il y a des problèmes de glace. Enfin tous les clubs visiblement aujourd'hui, il y a aussi Ambry qui a son club dans l'élite, mais tous les clubs visiblement de Ligue 1, enfin de National League aujourd'hui envisagent d'avoir une équipe féminine. C'est aussi bon pour l'image. C'est bon pour l'image, mais pourquoi ? C'est au niveau infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez des clubs qui ont une seule glace, souvent les féminines elles s'entraînent à 23h. Donc si vous voulez avoir une ligue semi-professionnelle ou professionnelle, vous ne pouvez pas avoir ça. Donc le fait d'avoir des clubs de National League avec 2 ou 3 glaces disponibles, tu peux avoir des créneaux libérés pour que les filles s'entraînent. Patrice Lefebvre, au Canada, c'est une institution le hockey féminin. Ça commence. Vu les succès, c'est difficile de faire autrement. Il faut être honnête, dans les peut-être 10-15 ans, il y avait 2 équipes. Canada, États-Unis, point. Une fille comme Ellie Wickenheiser qui a battu des records, mais c'est facile quand tu joues contre l'Afghanistan et le Pérou, disons, exemple. Mais maintenant, oui, le hockey féminin est en développement partout et puis je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas juste 2 équipes, mais qu'il y ait les autres pays aussi qui continuent avec la croissance de ce sport important. Ouais, alors moi je trouve que c'est très important que ça se développe parce qu'il en va de la crédibilité, comme tu viens de le dire. On s'embêtait un peu, il y avait 2 équipes. Donc ça passe par un plus grand nombre d'équipes avec plus de moyens, ça c'est clair. Et je pense que le parallèle avec le foot est intéressant. Le mondial féminin il est intéressant parce qu'il y a 10 équipes qui peuvent être championnes. Et c'est pour ça qu'il y a des stades pleins. En France, il y avait notamment des 40-50 000 personnes. Je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le hockey féminin... Handball, basketball, ça c'est bien développé. Ouais, voilà. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que ce qui est très intéressant d'un point de vue sportif, c'est qu'effectivement, le hockey féminin, au niveau des skills, c'est souvent incroyable à voir. Il y a peut-être moins de charges, enfin il n'y en a pas, disons, en théorie. En théorie. En théorie, voilà. Mais par contre, j'avoue que techniquement, d'ailleurs nous, avec Laurent, puis je pense que toi aussi, parce que Patrice, tu as entraîné les filles. Moi j'ai entraîné les filles Ligano. Voilà. Ouais. Moi, déjà, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, les filles peuvent jouer avec les novices.
Et je peux vous dire qu'il y a certaines filles qui étaient vraiment loin d'être ridicules, hein, je veux dire, et puis avec charge et tout. Donc je pense que le développement il est important. Et puis alors typiquement Zug, c'est aussi un signal fort parce que c'est un club qui a de l'argent et qui met. C'est le club formateur, c'est le club qui est un peu en avance sur tout le monde dans les perspectives d'avenir. Vous allez chercher quelqu'un comme Diaz, c'est important aussi parce que justement elle a un gros background. Donc c'est très important. En tout cas, une chose est certaine, on se réjouit de cette quasi-explosion du hockey féminin. Il était temps également, et je donne souvent ça comme exemple, et pour conclure, on m'a souvent demandé quels étaient mes meilleurs souvenirs dans le milieu du hockey, les trois matchs. Alors je dis que dans les 3 matchs que j'ai eu le plus de plaisir à commenter, il y a un match féminin, c'était la finale des Jeux Olympiques de Nagano. C'était un des grands souvenirs de ma carrière, et ça fait sourire, ça faisait sourire, ça fait un peu moins sourire aujourd'hui parce qu'on commence à comprendre que le hockey féminin évolue, il faudra faire attention parce que elle commence à attraper aussi certaines mauvaises habitudes au niveau tactique, notamment qu'on retrouve chez les hommes, pour bloquer un peu le jeu, etc. Mais franchement, ça vaut la peine de s'y intéresser. On vous invite à regarder ces matchs féminins, de consulter les résultats, notamment sur planethockey.com, puisqu'on en parle assez régulièrement. D'ailleurs, juste pour aller dans ce sens-là, la Suisse a gagné 5-0 hier soir. Voilà, et elle peut sauver sa place demain contre le Japon en gagnant une 3e fois consécutive contre le Japon. U18. Hein. Ouais, c'est dans les U18, effectivement. U18, pardon. U18. Voilà, alors on a fait la parenthèse hockey féminin que je souhaitais de tout cœur. On va ensuite continuer. Laurent, on y va. Moi, je voulais juste parler de la 10e place parce que il y a 4 équipes, c'est Ambry, Lausanne, Lugano et Langnau. Et ça va vraiment jouer à couteau tiré parce qu'après il y a quand même le trou qui a été fait, ça sera compliqué pour aller chercher Cloton. Donc là j'ai fait un petit comparatif. Ambry donc 10e avec 45 points, on a Langnau 11e avec 43, Lugano 12e avec 41 et Lausanne 13e avec 40 points. J'ai essayé de comparer un petit peu certaines choses. On voit que le favori un petit peu sur le papier au niveau des statistiques, c'est quand même Ambry avec ses unités spéciales ou les 5e et 7e en powerplay, en boxplay. Puis après, je me suis amusé à faire un parallèle sur les top scorers. C'est-à-dire qu'on imagine qu'aujourd'hui, on est à peu près à 36 matchs joués. J'ai divisé par 2, 18. J'ai essayé de prendre les top scorers au-dessus de 19 points, donc 0,5 points par match. Puis là, du côté d'Ambry, on a quand même 7 joueurs au-dessus de 18 points. Donc on a Spacek à 38, Pestoni à 30, Burgler à 30, Schlapik à 27, Haim à 23, Virtanen à 23 et Zverger à 20 points. Donc ça c'est vraiment hallucinant pour un club qui est en bas de tableau d'avoir autant de bons buteurs. Donc il y a vraiment, maintenant il faut qu'ils arrivent à trouver de la continuité. Et là on s'aperçoit qu'il y a Ambry avec Haim et Ambry sans Haim. Et le fait que Haim est revenu, on commence à monter en puissance. Et maintenant avec Formenton. Et puis surtout, si on compare avec les autres équipes, par exemple, si on prend Lausanne, Kovacs 26 points, Sekac 22 points et Garnat 21 points. Et après, il y a tout le monde qui est en dessous. Personne n'est à 19 points. Donc chez Lugano, Connelly 29 points, Granlund blessé 27 points, Muller 20 points, Arcobello 19 points, Latalo 19 points. Donc il y a un peu plus de profondeur. Et puis là, ce qui est vraiment intéressant, c'est Langnau avec Michaelis 30 points, Sarala 27 points, Sarajärvi 27 points, Pessonen 26 points. Et après, on arrive à des joueurs qui sont à 13, 14, 15 points. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, c'est l'équipe qui va avoir le plus de contingent en qualité, en quantité, qui va scorer, qui va arriver à faire des différences. Et là, Ambry a vraiment les faveurs du pronostic. Et le match de dimanche sur l'aimant bleu, Ambry, Lausanne Hockey Club, et un match à 6 points, un match déjà capital. Le week-end de Lausanne, ce week-end, jouer Cloton à la maison. On sait que Lausanne a des grosses difficultés à faire le jeu contre les équipes qui jouent en contre. Et d'aller jouer à Ambry, si tu fais pas de points ce week-end, t'es vraiment en grande difficulté. Alors justement, puisque vous parlez de Lausanne, enfin à moins que... Ouais, j'ai juste encore ajouté un truc, je pense que dans tout ce que tu viens de dire, le club qui a le meilleur gardien, c'est Ambry. J'ai noté ça, Juvonen 91,71, Punenov 91,86, il a un meilleur pourcentage, Boltazer 91,91%, et c'est Lugano qui a le moins bon pourcentage avec Koskinen avec 90,85%. Mais ça se tient de très très près. Alors je m'explique, quand je disais à Juvonen, je parlais dans des moments décisifs. Ouais. On l'a prouvé notamment la Spengler. Mais là sur la qualité des gardiens, quand on regarde ce qui est fou aussi par rapport à leur défensive, c'est des gardiens qui sont très très bien classés dans la ligue au niveau du pourcentage d'arrêt. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité et que le championnat est vraiment relevé. Bon, mais ça veut aussi dire que finalement,
étant dans des équipes un petit peu moins fortes, ils sont aussi plus sollicités et ils ont un peu plus l'occasion aussi quand même de se mettre en évidence. Hein. Exactement. Puisqu'on parlait de Lausanne, allons-y. Donc ce soir, Lausanne-Cloton. Ouais, alors Lausanne-Cloton, ce que j'ai noté, évidemment, c'est le retour de Sekac, qui a été la dynamite qui a permis à Lausanne de mener 1-0, de prendre en confiance contre Fribourg, absent 3 matchs pour une suspension. Donc ça, c'est un joueur très important. Maintenant, dans le line-up, on parle du retour de Edner. Donc là, on va voir un petit peu comment il fait ses pertes de défense, et j'ai peur que notre ami Sidler perde un peu du temps de jeu. Ça, on verra. Et ensuite Tobias Stéphane, retour aux affaires, apparemment ça va mieux. Donc là, ça va permettre aussi de continuer à jouer avec Poulenov. Pour l'instant, le gardien finlandais n'est pas utilisé. Donc pour moi, ce week-end-là, il est très très important. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire des points à la maison contre Cloton et que tu vas à Ambry dimanche, tu as une pression de folie. Et puis là, si tu perds tes 2 matchs, il y a les concurrents, les 4 qu'on a parlé, ils se rencontrent. Hein. Donc là, tout le monde va faire des points. Là, tu prends vraiment beaucoup de retard. Et aujourd'hui, si tu fais les pré-playoffs en étant 10e, c'est une mauvaise saison. Si tu fais pas les pré-playoffs, c'est une très très mauvaise saison. Donc il y a beaucoup de pression du côté de Lausanne. Et je reviens à ce que j'ai dit dans l'émission de lundi. Le fait d'avoir annoncé, d'avoir fait des pataquès et des tonnes sur Svoboda, c'est très bien. Mais maintenant, il n'est plus là. Et maintenant, la pression, elle est vraiment sur l'équipe parce que justement, on a mis tout sur son dos. Et là, à mon avis, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas tout sur son dos. Et là, maintenant, la pression est vraiment immense pour les joueurs de Lausanne. Il y a un truc que j'ai retenu là, que vous venez de dire à l'instant. Vous avez parlé des gardiens avec le retour de Stéphane. Finalement, le fait d'avoir fait venir ce Finlandais, mais de se retrouver vraisemblablement sur la feuille de match avec Poulenovs et Stéphane, c'est peut-être pas une mauvaise idée quand même, parce qu'au moins vous avez la garantie d'avoir deux bons gardiens performants. Donc c'est peut-être pas administrativement et tactiquement une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise chose. La seule mauvaise chose, c'est le choix. Pour moi, c'est le choix, c'est-à-dire que... il ne doit pas être très cher. C'est pas un des meilleurs gardiens finlandais non plus. C'est pas un problème financier à Lausanne. Ouais. Donc on a été dans la rapidité de prendre ce gardien parce qu'on ne savait pas ce qui allait advenir avec les hanches de Tobias Stéphane, pas de problème. Par contre, si d'un coup Poulenov a un problème, Tobias Stéphane, tu l'as mis à la cave depuis un moment par rapport à ce qui se passait, la gestion avec Osloon, etc. On va pas revenir là-dessus. Tu fais jouer ce gardien s'il n'est pas performant, t'es pas bien. Hein. Ouais. T'es pas bien parce que on a parlé des gardiens étrangers, des Metsola, des Roubec, des Sateri, la comparaison sera là. Donc là, il aurait mieux valu aller chercher encore un gardien meilleur, peut-être plus cher, mais meilleur. C'est ça. C'est ça. Bon. Et puis ensuite, si tu fais jouer ce gardien-là parce que Poulenov est pas en forme ou blessé ou c'est un choix stratégique, t'enlèves un étranger, sachant que l'équipe marche pas trop bien. Donc voilà, moi j'aurais vraiment vu plutôt un centre qui joue dans les deux sens de la patinoire pour jouer avec Kovacs et puis un défenseur. Pour ne pas griller aussi une défense étrangère. Messieurs, je vous écoute. Ouais. Et puis encore un petit détail, mais comme dit Laurent, ce gardien, s'il joue pas, au bout d'un moment, quand tu vas le mettre, il faut qu'il soit en forme. T'as pas un interrupteur où t'appuies puis paf, t'es on et ça marche tout de suite. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué parce qu'il était aussi backup en Finlande? Il était backup, ils avaient une équipe avec 5 gardiens et puis il a fait un début de saison difficile avec des statistiques bien en baisse. Il y a un jeune gardien de 26 ans, parce que lui il a 30 ans qui a pris le lead. Puis après il y avait 3 jeunes autres gardiens, donc c'est pour ça quand tu as autant de gardiens, ça leur a amené une petite enveloppe dans leur club et puis c'était pas un gars sur qui ils comptaient. Donc pour le club finlandais c'est une bonne chose. D'accord. Un commentaire à apporter, Patrice? Ouais, je suis d'accord que pour le choix du gardien, je suis d'accord, comme tu as dit, mais un gardien, ça doit avoir des rondelles, ça doit avoir des pucks. Alors, c'est la quantité de rondelles. On a vu la preuve avec Hughes, avec Fribourg. Alors, c'est ça. Et si t'as pas beaucoup de rondelles déjà avant d'arriver ici, alors ça va être un peu difficile, je crois. Encore quelque chose à préciser sur Lausanne ou on passe à un autre club? Non, on va faire un petit peu le retour sur la précédente journée, puis parler un petit peu des autres clubs. Ouais. Parler un petit peu des autres clubs, mais déjà revenir un petit peu sur le derby. Lugano-Ambry, 1-4. Christian a écouté Luca Gianninazzi, il va en parler. Et moi, ce qui me revient, c'est qu'il est en danger. Il est vraiment en danger. Terrella est en danger, oui. Ouais, confirmé. Gianninazzi est en danger. Confirmé par nos sources tessinoises. Ouais. Il est vraiment en danger. Puis à l'intérieur du vestiaire, on cherche à convaincre la direction de changer. Et là, on arriverait au 3e coach. Évidemment, moi je parle souvent de ça, mais la construction de l'équipe, est-ce qu'elle a été faite judicieusement par rapport
à Lausanne. C'est vraiment, pour moi, les deux équipes, les deux L, là, c'est deux équipes qui ont été très très mal construites. Et du coup, à un moment donné, tu peux mettre Pierre, Paul ou Jacques. Quand on parle de remplacer, je reviens brièvement, quand on parle de remplacer Tom Ernest, moi j'ai regardé les demi-finales, Lulea, Frolunda et puis Tampere. Il y a des défenseurs exceptionnels, mais maintenant ils sont exceptionnels. Est-ce qu'ils sont sous contrat? Est-ce que le caractère du gars va matcher avec l'équipe dans laquelle tu es, etc. Il y a plein de choses qui sont prises en compte et c'est pas le cas dans ces équipes-là. Et du coup, c'est très très compliqué, Et Luca Giannenazzi, je le connais très bien, je l'ai eu comme joueur. Je l'ai observé pendant le derby. Le gars, il a pris 5-10 ans là, déjà. Donc ouais, compliqué et vraiment très très difficile à gérer cette situation. Et il avait besoin de se dédouaner qu'il a pris la parole aussi longtemps, Christian Ponty? Non, alors justement, c'est assez intéressant entre les rumeurs de Laurent et moi ce que j'ai vu. Donc Teleticino, ils ont fait une émission qui a duré 1 heure après le derby. Alors d'ailleurs c'était assez intéressant parce que sur le plateau il y avait des consultants et notamment il y avait Serge Pelletier. Ouais, j'ai vu. Voilà. Et du coup le consultant de Teleticino, enfin le commentateur de Teleticino, le journaliste a posé la question quel type de profil devrait y avoir s'il devait y avoir changement. Et puis justement, en fait, il a dit comme moi. Non, j'aime bien parce qu'il a dit. Alors il faut quelqu'un qui soit dur, mais en même temps compréhensible. Il doit rentrer dans la tête des gens. Ça sert à rien il doit bien connaître le club. Trop frontal, machin. En gros, il a dressé son profil, quoi. Et Pelletier s'est senti concerné? Non, mais évidemment. C'est un ancien de la maison aussi. Hein. Alors, s'il y a un truc qu'il peut quand même dire, c'est que lui. Il était viré alors qu'il avait quand même un bon bilan. Un très bon bilan. Exactement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que Pelletier était beaucoup plus bavard sur ce plateau-là qu'avec MySport. Alors voilà, je sais pas si c'était une opération commerciale, mais ça y ressemblait un petit peu. Après, je vais quand même dire, ils avaient dit, Nat Domenicali avait dit silenzio stampa pour tous les joueurs, interdiction de parler. Sauf que à la fin du match, Marco Müller est venu parler. Et Marco Müller a dit voilà, le problème c'est pas Giannenazzi, c'est nous les joueurs. Il est très clair sur ce qu'il veut, c'est un bon entraîneur. Donc il a fait un plaidoyer de Giannenazzi. Les journalistes étaient ok. Pelletier parlait moins. Ensuite, il y a carrément Giannenazzi qui est venu à l'interview parce qu'il a interviewé les deux entraîneurs. Et là, Giannenazzi, clair, net, précis, il a dit voilà. Moi, j'ai jamais dit que j'allais finir dans les 4 premiers avec ce Lugano. Notre modèle, c'est Zug. Zug, ils ont mis du temps pour décoller. Il ne faut pas croire que parce qu'on est Lugano, on va faire mieux qu'eux. Moi, je suis confiant dans le travail. Le journaliste lui a dit est-ce que vous avez toujours des contacts avec Domenicali? Il a répondu alors Domenicali, depuis 3 mois, je lui parle plus souvent qu'à ma femme. Donc visiblement, en tout cas entre Domenicali et ça match exactement. Et puis visiblement Domenicali est en train d'assumer son choix. Après les joueurs, on sait ce qui se passe. Je veux dire, si tout d'un coup tu as une équipe contre toi, ça devient compliqué. C'est surtout la Légion étrangère. Voilà, exactement. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être pas par hasard si c'est Marco Müller qui est venu parler. Il faut quand même dire qu'il était champion avec Zug l'année passée. C'est ça. Mais moi, juste pour rajouter sur ce que Christian dit, il est clair que s'il y a un changement de coach, Domenicali saute. C'est clair, parce qu'au bout d'un moment, c'est lui qui fait ces choix-là. Et vous savez comment c'est à la direction d'un club, vous regardez combien ça vous coûte. Et là, il sait qu'il est en danger. Il sait qu'il est en danger par rapport au fait que si ça marche pas avec Giannenazzi, il a des risques de perdre son job. Là, c'est un peu comme Duca Chereda, c'est des binômes. Mais en tout cas, ce que je veux dire aussi, c'est que Giannenazzi, il a pas paniqué. Il a donné des réponses. Il a été clair dans ses bottes. Et moi, je l'ai pas trouvé du tout stressé ou quoi que ce soit. Ce que je veux simplement dire, et d'ailleurs le commentateur a dit en tout cas merci pour tes réponses franches et pour ta grande maturité. Donc moralité, on n'en sait rien. Ouais, non mais on n'en sait rien, mais ce qu'on sait c'est qu'à l'intérieur ça travaille notamment la Légion étrangère. Patrice. Oui, alors il y a 2 choses. Moi je pense pas qu'il va y avoir de changement. Moi non plus. J'ai entendu Moi non plus. J'étais à Lugano, j'ai entendu de sources pas mal sûres qu'il n'y aura pas de changement. Giannenazzi est là pour terminer la saison. Deuxièmement, c'est qui a construit l'équipe. Il faut regarder vraiment qui a construit l'équipe. Troisièmement, un problème que je vois avec Giannenazzi, c'est la crédibilité que les joueurs, les géants étrangères, que les gars qui arrivent, c'est quoi? La première chose qu'un joueur fait quoi? T'es qui? T'as fait quoi? T'arrives de haut? Exactement. Alors,
je pense que le problème un peu avec Luka, c'est peut être ça. J'enlève rien avec ses qualités. C'est une bonne personne. Je l'ai eu comme... j'ai coaché le junior élite à Lugano. Je l'ai eu aussi à Sierre, avant qu'il aille avec Laurent. Ouais, alors, c'est un bon garçon. Il a une bonne tête de hockey. Je pense peut-être son manque de crédibilité de ce qu'il a fait peut jouer pour lui. Après ça, on regarde Légion étrangère, un Arcobello, comment il s'est comporté, même avec McSorley, il a eu 19 points. Avec le temps de jeu qu'il a, c'est mauvais. Il faut regarder ces choses-là aussi. Koskinen qui n'est pas au niveau non plus. Non, c'est vraiment... Personnellement, moi, j'ai jamais aimé ce choix-là. Il n'a pas eu de succès en NHL. Il y a une raison, c'est pourquoi. Et il est arrivé ici, pas parce que tu as joué en NHL que tu vas avoir du succès. Et on y revient. Exactement. C'est pas parce que tu es un gardien de NHL que tu vas être... Parce que la pression ici, ça existe aussi. C'est différent. Le jeu va vite, il y a des snipers, faut arrêter de croire. Ça, c'est pour moi... C'est la grosse déception au niveau des gardiens étrangers dans le championnat. Koskinen. Clairement. Et ça joue en défaveur de justement Luka Janinen. Et désolé Philippe, je dois aussi dire que Lugano, c'est un marché très difficile. Ouais, bien sûr, très difficile. C'est un club qui est mené par l'émotion et non par les décisions réfléchi, saine. Mais c'est drôle ce que tu dis parce qu'il y a vraiment des parallèles avec Lausanne et ils sont même en placement au niveau du classement. Quand tu diriges avec les émotions. Regarde, mais à vous entendre, cette saison, c'est pour la deuxième fois cette saison, c'est un club qui a l'air surtout d'être mené par ses étrangers. Bah oui, mais le problème c'est que quand tu prends des grands noms comme ça, c'est bien de prendre des grands noms, mais regardez à Lausanne, on a pris aussi des grands noms, puis ils sont en bout de course et puis ils ont plus d'essence dans le moteur, et puis c'est des gars qui ont beaucoup joué, qui ont beaucoup de responsabilités. S'ils performent moins, ils peuvent être déstabilisants dans le vestiaire avec une mauvaise attitude. Et moi, c'est dans le langage du corps de certains. C'est quand même pas très honnête. C'est pas très honnête, mais ça fait partie du marché suisse, et on sait que entraîneur, et on y viendra après, c'est très compliqué par rapport à cela. Des fois, t'es jugé pas sur tes compétences, tu es jugé par rapport à l'équipe que tu as à disposition, et des fois c'est pratiquement impossible de travailler correctement. Préciser que Granlund livre la marchandise plus ou moins par rapport aux autres. Ça dépend des joueurs. Ça dépend des joueurs, exactement. Puisqu'on est au Tessin, on reste encore quelques secondes. Oui, allez-y, vous voulez... vous vouliez parler d'Ambry ? Ouais, je voulais parler d'Ambry parce qu'on est au Tessin, on continue. Ça a fait du bien cette victoire dans le derby, la première depuis 3 ans contre Lugano. Parce que Sereda, c'est pas non plus la grande sérénité quand même. Ouais, mais il a ce... Par contre là, il y a le bloc Sereda avec... il a le rapport sympathie, là, le duo Sereda avec Duka, ils sont mariés, hein, c'est vraiment, ils sont fidèles, etc. Ça, c'est très important. Il a un assistant qui est de longue date avec René Matt, donc ça se passe très très bien. Puis le retour d'André Heim a changé un petit peu l'équipe, il met des goals importants au bon moment, et du coup ça a rééquilibré les lignes d'attaque, donc c'est très important. Dimanche, gros match contre Lausanne, mais c'est le fameux jour où il présente aussi la Spengler, donc ça va être vraiment la fête à la patinoire, donc méfiance. Ça joue à l'émotion. Là il va y avoir beaucoup d'émotions du côté d'Ambry. Bon, ce qu'il faut déjà dire, c'est Ambry, c'est le seul club de Suisse qui actuellement cette année a gagné un titre. Déjà rien que ça. Et donc ça veut dire en termes de crédibilité, ils sont tranquilles un moment. Mais je veux dire, après qu'ils aient re-signé Heim, c'est aussi une grosse victoire, à l'air de rien. Parce que ils ont signé tous leurs bons joueurs. Il manque juste à remplacer Buren qui part à Bienne et Fora l'année dernière. Il faut qu'ils trouvent 2 gros défenseurs suisses et c'est pas facile. Avec cela, plus les bons étrangers, ils auraient une équipe assez cohérente. Ouais, puis bon, après, ce qu'ils font chaque année, c'est que tu sais pas comment ils font. Ils développent un gars. Chaque année, il y en a un qui sort. Donc moi je les sens capables là-dessus. Et puis surtout Egenberger là justement, c'est un Davosien qui était rapide mais qui est un peu en perte de vitesse. Il a fait une bonne Spengler. Moi, et puis je suis pas étonné qu'il l'année prochaine il fasse une bonne saison. Et puis le jeune Offert qu'ils ont bien développé aussi, qui est arrivé de Zug là. Ouais, exact. Donc, qui a joué beaucoup au premier bloc en début de saison. Donc non, ils font du bon job, on le sait. Luka Tjereda est un formateur. Exact. Bon, si on veut parler de tous les sujets qu'on a évoqués en début d'émission, on va peut-être passer à un autre match. Ouais, Fribourg. C'est le match. Fribourg-Ajoie. Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est Fribourg-Bienne. Fribourg-Bienne, mais je voulais vite rapidement revenir sur Fribourg-Ajoie. D'accord, ok. Parce que ça va venir sur le match en fait. Ouais. Premier tiers difficile. Ajoie dans la même mesure en jouant très intelligemment.
Des changements au premier tiers, mais changement de ligne, changement de stratégie, beaucoup plus d'agressivité et puis la qualité des étrangers a fait les différences. Vraiment Fribourg, attention, ça joue de mieux en mieux. Maintenant, on en parlera après Bikoff avec ce qui s'est passé à la fin du match, mais aujourd'hui pour moi, le pronostic faveur pour Fribourg parce qu'il joue vraiment très très bien. Il marque, il joue bien défensivement. Le retour de Vagno qui va stabiliser encore la défense. Ils ont été chercher ce joueur Holton là qui fait vraiment du bon boulot. Vraiment du bon boulot. J'avoue, c'est clair. Ouais, il fait vraiment du bon boulot. Et puis du coup. Il prend la place de Chavaya. Ouais, Chavaya est en 7. Mais ils ont fait un échange. Exactement. Et puis du coup, il commence à trouver ses binômes en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir des binômes à l'attaque et puis de tourner avec le troisième. Et là, ça commence vraiment à être très très intéressant. Et les infos que j'ai, c'est que Berra s'entraîne de plus en plus. Ça va de mieux en mieux. Il a de moins en moins de douleurs. Et on pense le voir fin janvier sur la glace. Donc attention à cela parce que Hughes est vraiment en perte de vitesse quand même. Il prend pas trop de goals, mais il prend des soft goals. Et là, il va falloir avoir un grand Berra pour aller loin dans le championnat. En passant, j'ai bien aimé, comme on en a parlé l'autre fois lundi, il faut trouver des duos. Et j'ai bien aimé le retour de Desharnais avec Motet. Très bien. Finalement. Mais en fait, c'est ce qu'il fallait. C'est ça qui a dynamisé l'équipe dès le début du deuxième tiers-temps. Et Sorensen et Delarose, c'est un binôme qu'il a vu avec l'équipe de Suède qui a extrêmement performé. Et du coup, il les a remis ensemble. Et puis depuis là, il marche sur l'eau. La question de savoir où il va mettre Sprunger maintenant. Avec Bikoff peut-être. Ouais, mais Bikoff. Non, moi je pense qu'il va le mettre avec Desharnais, avec Motet. On verra. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que pour Fribourg, l'air de rien, le timing il est très bon. Parce que, rappelez-vous, il y a encore 1 ou 2 mois, on disait ouais, mais Dubé, Brasseline, machin. Il a essayé plein de choses. Et puis, comme on disait avec Laurent l'autre jour, de plus en plus, il revient aux évidences. Et les duos se mettent en place, comme tu l'as très bien dit. Alors, le plus spectaculaire, c'est Sorensen avec Delarose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu sens que dans les moments chauds, il saura qui mettre. Juste un petit mot sur Sorensen. Au ratio par match, il est incroyable. C'est le premier. Il est avec 0,78 points par match. Donc, il avait ça remonte vraiment très très fort. Et juste Christian, sur les statistiques, deuxième powerplay. Deuxième défense, donc ça n'a pas bougé, mais ils sont passés 8e attaque. Ils étaient vraiment dans les profondeurs du classement, donc ça remonte vraiment fort au niveau de l'attaque. Et remarque, vous avez vu qu'on parle de moins en moins de Dido. C'est vrai. Oui, mais parce que sauf quand Fribourg ne marque pas, et donc c'est un bon signe. Oui, mais les étrangers sont en train de trouver leur place, et puis c'est dans l'amalgame des étrangers, dans le profilage des étrangers. On l'a critiqué beaucoup en début de saison, mais c'est en play-off qu'on va juger, et je crois qu'il s'est pas trompé. Et justement, la stratégie de Dubé, il l'a dit, c'est d'être moins dépendant de 2 blocs. Et l'idée, c'est qu'il arrive en play-off avec 4 blocs en confiance, avec des rôles définis et avec de la profondeur et des jours play-off. Le plus spectaculaire est censé être Delarose, qui devrait amener la robustesse qui a peut-être manqué l'année passée en play-off à Fribourg. Oui. Puisqu'on parle encore des étrangers de Fribourg, on en profite pour saluer Gaëtan qui nous écoute beaucoup et qui nous a réécrit suite à ce qu'on avait dit lors d'une émission précédente. Il pose une bonne question au sujet des étrangers de Fribourg. Il dit: pensez-vous que Dubé ait signé le sextet étranger le plus complet de la Ligue, pas forcément le plus talentueux? Alors je vais répondre à Gaëtan, je dirais le plus cohérent. Le plus cohérent par rapport aux besoins et par rapport à des playoffs, par rapport avec l'arrivée de Berchi et les joueurs suisses à disposition, je dirais le plus cohérent, avec la possibilité d'avoir un deuxième défenseur étranger selon les matchs. Donc moi je le trouve très très cohérent son recrutement. Voilà, c'est important à dire. Juste avant de passer vraiment sur le match à proprement dit entre Fribourg et Bienne, qui est le match au sommet de cette journée, on a parlé de ce Fribourg Ajoie. Alors par contre, Ajoie, j'ai suivi de très près ce match. Ajoie est retombé dans ses travers d'avant ses victoires consécutives. Là. Oui, mais complètement. Mais indiscipline individuelle qui les tue complètement parce que méga powerplay en face, et puis ensuite des défenseurs en grande difficulté, des défenseurs suisses en grande difficulté sur des séquences de jeu quand ça commençait à tourner dans tous les sens, c'était très très compliqué. Et
finalement, c'est pas très grave. Non, de perdre 7-2 à Fribourg, vaut mieux le perdre 7-2 que 2-1. Et puis, voilà, ça, à chaque fois, ils vont prendre peut-être une sévère. Ça me fait penser un peu à Cloton. Des fois, ils prennent une grosse, mais après, ils arrivent à gagner 2 matchs serrés. Et c'est là-dessus où il doit s'appuyer, Vauclair, en disant voilà, là, on a fait ça de faux, on doit améliorer ça pour les play-offs. Et je crois que c'est pas très grave ce match. Ouais, surtout, je pense qu'il faut rajouter, c'est qu'il faut pas s'arrêter au résultat. Comme il dit, il a continué de faire quelque chose d'intelligent, c'est de faire jouer tout le monde. Ouais, diluer les temps de jeu. Et le but, quand on a 5-6, raison de plus pour mettre tes gars que tu mets moins, d'économiser tes joueurs que tu utilises beaucoup. Et puis finalement, comme il dit, au final, tu perds 3 points. Et puis Ajoie pour gagner doit être à 100% au niveau de tous ces joueurs étrangers et ces joueurs suisses. Et c'était pas le cas. Il y a des joueurs derrière, c'était difficile. Et puis Gauthier a fait vraiment un mauvais match devant. Supposons qu'Ajoie gagne aujourd'hui contre Langnau. Est-ce que ça rend Ajoie à nouveau éligible pour une place en pré-playoff? Mais alors, si je peux répondre à ça, juste pour aujourd'hui, Berne Rapid, Fribourg-Bienne, Genève-Lugano, Lugano-Cloton, Langnau, Ajoie, Zug, Zurich. Que des matchs à enjeu, que intéressants. Donc oui, évidemment, mais Ajoie est de nouveau dans... Moi je vais, on est souvent d'accord, mais là je vais dire non. Moi, pourquoi ? Parce que j'ai fait un calcul, pour aller chercher une place en pré-playoff, il faudrait pratiquement 2,25 points par match. Vous vous rendez compte, c'est pratiquement même Genève est en dessous. Même Genève est en dessous de ce ratio-là en étant premier du championnat. Donc je trouve que c'est très compliqué. Par contre, peut-être aller chercher une 13e et avec énormément de chance en ayant très performant une 12e. Et là, tu sors, t'es en vacances. C'est peut-être ça le but, mais ça va être step by step. Ouais, ça va être compliqué, je crois. Et puis surtout, de toute façon, de gagner, c'est important parce que effectivement, ce qu'il faut éviter, c'est les longues séries de défaites. Parce que finalement, tu dois être en confiance. La joie, le plaisir. C'est important. Voilà, mais c'est pour ça que je dis que tous les matchs sont importants. Regarde, c'est incroyable. Ouais. On a un championnat de malade, c'est jamais arrivé depuis 100 ans. Mais c'est important à jouer, surtout la position qu'ils sont présentement, de faire jouer les joueurs suisses, de faire jouer tout le monde pour arriver au moins avec 4 lignes, avec 6 défenseurs, 7 défenseurs. Exactement, que tout le monde est déjà engendré dans le match et s'ils devaient jouer le play-out, mais qui sont déjà, tout le monde est prêt. Si tu as joué le play-off, mais tu as gagné un match sur 3, tu as de la confiance, qu'on a perdu 18. Et reparler un peu de Vauclair, juste, on avait parlé de la gestion des gardiens. Tchatcho avait joué 2 matchs très très bons, 95 shoots, 91 arrêts. Puis là, il a été un peu moyen, il n'a pas été très aidé, il a remis Wolf. Et puis du coup, il gère vraiment au quotidien par rapport à la performance et du coup, tout le monde est dedans. Et je trouve que c'est le meilleur choix qu'ils aient pu faire de mettre Vauclair à la bande. Ouais. Bien. On revient sur le match le match au sommet entre Fribourg et Bienne. Quelle importance faut-il donner à ce match aujourd'hui, outre l'aspect classement? Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est bien d'essayer de rester au contact de la première place, puis au moins garder cette 2e. Et puis du côté de Fribourg, continuer sa progression après ce stop à Lausanne. Maintenant, moi je reste... Mais une défaite, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, ça ne remet rien en cause. Rien du tout. Simplement, Sateri commence à manquer à Bienne. Et je pense que là il va falloir arriver à avoir un retour rapide de Sateri. Je ne sais pas s'il va être aligné ce soir, il n'y a pas trop d'infos. Mais ça peut être quand même si vous avez un Hughes et un Sateri, ça peut faire la différence à ce niveau-là. Ouais, moi j'allais poser la même question. Avec quel gardien, bien? Parce que je pense que encore une fois, on revient chaque fois sur les mêmes choses. Mais moi je pense que le seul problème de Bienne, c'est sa profondeur avec les problèmes d'éventuels blessés. Eux ils mettent des juniors, ok. Fribourg n'a pas ce problème, je trouve. Et puis d'ailleurs, en parlant des gardiens, Fribourg va être le grand gagnant parce que si Berra revient au top, ils auront le backup qui a le plus joué de Suisse. C'est ça, ouais. Et alors je peux vous dire que les deux en santé pour les playoffs, ça va être un sacré atout pour Fribourg. Et on a parlé des scoreurs. Si on regarde bien, c'est quand même 7 joueurs au-dessus de 19 points. Ouais. Donc les grosses équipes ont vraiment 7-8 joueurs, 9 joueurs au-dessus des 20 points pour arriver à être dans le top 4. Absolument. Les gardiens, c'est en s'en allant vers les championnats, vers les playoffs, c'est le joueur principal. Exactement. Et si on a parlé du top 10, on revient sur les 4 équipes, mais vraiment pour l'instant, le problème de Lugano qui va peut-être pas avoir cette 10e place, c'est Koskinen. Si Koskinen ne commence pas à monter son niveau de jeu, il peut avoir les meilleurs joueurs du monde, ça ne marchera pas, quoi.
Moi, je le trouve hyper moyen. Mais juste pour revenir à justement les gardiens à Fribourg, moi je serais même pas étonné que si tout d'un coup on se retrouve dans une situation où Fribourg mène 2-0, qu'ils mettent Connor Hughes au 3e match en admettant que... Parce que vraiment, il a montré qu'il pouvait être digne de confiance. Et puis la gestion dans ces moments-là, c'est hyper important. Ouais, alors oui, évidemment pour opposer Berra, mais moi, vous savez ce que j'en pense. Hein. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu un faux de paille. Il est surévalué au-dessus de son niveau. Et surtout, je suis très inquiet au niveau mental sur des matchs à pression. Donc, je sais pas si à 2-0, tu peux te permettre de le mettre. Si jamais il se trouve, tu remets l'équipe dedans. On verra, mais... Moi, je parlais dans l'esprit de reposer Berra. Mais je suis d'accord avec toi d'ailleurs. Hughes avec la Spengler, il s'est loupé. Ouais, puis depuis quelques matchs, il est un peu cuit. Bah, non, mais c'est pas cuit, mais c'est les rebonds sont pas bien orientés. Les pucks qu'il peut bloquer, il les bloque pas. Il n'inspire pas de la confiance. Et puis on avait dit entre Lausanne et Fribourg, si on avait échangé les gardiens, Lausanne aurait perdu. Ouais. Donc c'est une bonne chose pour Fribourg. Maintenant, on vient sur le match de Genève-Lugano. Voilà, je voulais quand même on a parlé de Lugano, on va quand même parler de Genève. Bah alors, c'est le leader. Alors là, tout de suite après l'émission, on va partir en frein à main là, pour vite être à l'heure au Vernet avec Christian. On va voir ce match-là parce qu'on a prévu d'aller parler avec Lucas. Il y a la patrouille de police qui vous attend, on va vous ouvrir la route. Tout est arrangé. Exactement. On veut aller voir Lucas après le match et puis lui poser justement quelques questions par rapport à notre émission et puis ça va faire plaisir de le voir. Mais si je reviens un petit peu, donc normalement ce soir, retour de Volmin et d'Artikainen. Le retour de notre ami Artikainen. Obélix est de retour. Moi j'aime ce joueur. Tout le monde sait qu'il n'aime pas. Oui, ok, si tu le regardes, il est peut-être pas le plus celui qui a l'air le plus athlétique dans le temps. Mais tu le mets dans la slot, là, tu lui donnes la rondelle sur la palette. Là. Mais tu sais, je vais vous dire un truc. Vous savez, il y a un parallèle avec un autre joueur en Suisse. Ça vous dit rien? Artikainen. Pas élégant, efficace, incroyable. Kovar. Ouais. Ah mais c'est pas le même format alors. Attends, je m'explique. Il a pas de skate, si tu veux, il est pas élégant, mais regarde, autour du slot, il est incroyable. Il est puissant. Ils ont c'est pas le même physique, hein, mais ils ont exactement le même type de rôle et ils sont les deux importants. Et Kovar pour moi c'est plus un passeur et puis Artikainen il est plus finisseur. Artikainen c'est pas le gars qui va mais par contre là où il est impressionnant c'est qu'il est tout croche. On a l'impression qu'il est tout croche. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il met des baffes au puck comme dit Christian et puis il marque des goals, mais surtout lorsque il va pour prendre un shoot et que c'est fermé, il va créer une passe subtile. Il est super fin dans le jeu. Dans le petit jeu, il est tellement malin et il voit tellement les choses. Voilà, non, nous on adore ce joueur, on espère qu'il va rester longtemps dans le championnat. C'est un des meilleurs joueurs pour le contrôle du puck. Exactement. Mais dans les bandes, t'as vu son dos. Son dos, pour faire le tour, ça te prend 3 quarts d'heure. Non, mais à part ça, il faut aussi donner du crédit à Cadieux, qui a toujours su le mettre dans les bonnes conditions, notamment avec Pouliot. Ouais, exactement. Franchement, il a compris que c'est pas le gars qui va être rapide sur les breakaways et tout. Mais alors, quand il se met à tourner autour du slot, c'est un vautour. Il est incroyable. Alors, juste des stats intéressantes, mais Genève, c'est première attaque, premier powerplay, deuxième au face-off. Et puis surtout, on a parlé de nombre de joueurs au-dessus de 20 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 joueurs. Le Coult qui a 19 points, Richard 22 points, Pouliot 22 points, Tom Ernest 27 points, Artikainen 29 points, Omar 30 points, Winnick 37 points et Phil Poula 39 points. Mais je veux juste vous parler de Winnick, moi. Winnick, c'est lui qui a le meilleur ratio. Vous vous rendez compte qu'il a plus de points que Phil Poula? Il a 1,16 et Phil Poula 1,15. C'est juste prodigieux sur ce premier bloc. C'est un modèle d'efficacité. Non, mais avec leur âge. Ils ont quand même un certain âge. Ouais. Il a joué la Spengler. Franchement, normalement, il devrait être papa samedi pour son premier enfant. Donc c'est attendu samedi. Donc on va voir comment ça va se passer pour le week-end. Est-ce qu'il va être aligné ou pas? Mais voilà, c'est exceptionnel à son âge d'avoir autant de performances. Quand il y a le duo, tu te rappelles le joueur étranger qui est parti, qui joue avec lui là. J'ai oublié son nom, qui venait de Russie là. Ils avaient un bon duo et là avec Phil Poula il a retrouvé vraiment un duo et puis qui a fait les Jeux Olympiques avec exactement, mais ils arrivent toujours à Genève à avoir deux joueurs ensemble et puis avoir le troisième. Ça fait longtemps qu'ils ont trouvé ça, donc voilà. Maintenant les gardiens, ça a un petit peu baissé au niveau de la statistique. Dans la liste des joueurs à plus de 20 points que vous avez donné, il y a quand même un absent. Si on considère que Pouliot est suisse sur le tas, il n'y a pas de Suisse.
Vous avez Richard, Praplan et Le Cool qui sont 22, 19 et 19. Puis Noah Roth qui est pas loin. Noah Roth qui est pas loin. Mais le temps de jeu est beaucoup dilué, donc dans des rôles différents, je trouve qu'ils ont 4 blocs très homogènes. Et juste par rapport au projet, ce qui a un petit peu changé quand même, c'est que petit à petit les jeunes ils partent, on les fait moins jouer, et on a entendu, il y a une rumeur très persistante sur le fait que Smirnov irait un peu à Cloton, donc c'est la fin un peu de l'ère Junior Max Orley. Ouais, non, Max Orley, puis l'ancien coach Pat Edmond. Donc voilà, c'est un petit peu changé à ce niveau-là. Ça peut être un peu dangereux aussi pour les prochaines années aussi, Mais moi, je vais juste préciser encore un truc par rapport à tout ce que tu viens de dire au niveau des stats. Ce qui est aussi remarquable de la part de Genève, c'est que là, ils viennent de se faire 3 matchs, ou 2-3 matchs sans leurs gros joueurs, et c'est les Suisses qui ont pris le relais. Et à Berne, par exemple, c'était un match incroyable, et surtout de gars qui ont pris leurs responsabilités. Ça, je trouve que justement, c'est très rassurant, parce que finalement, caractère. Voilà, comme on a dit, depuis la première pause de l'équipe nationale, c'est vrai qu'ils carburent plus aussi bien, mais regardez le classement. Ils sont encore loin devant, parce qu'ils ont fait un tellement bon début, mais après ils arrivent à assurer une forme de régularité. Ouais, ils sont réguliers, on avait dit l'équipe qui va être la plus régulière va être très performante, et puis Bienne a eu des trous plus importants, et puis Zurich est en plein dedans, donc du coup ça leur permet de prendre le large. Et sans Vatanen et Artikainen et Filppula suspendu. Ouais, voilà, donc c'est vraiment Vatanen et Artikainen, ils ont pas eu pendant un certain temps. Et Yann Tamernet son petite forme. Mais là le fait que maintenant Vitou soit arrivé, va prendre du temps de jeu, ça va peut-être le soulager un petit peu, et puis il va prendre ses marques, donc intéressant aussi voir l'évolution de Vitou. Moi j'aime bien Noah Roth là aussi, le capitaine. Là, c'est très important. Moi je pense que c'est le cœur et l'âme de l'équipe là. Exactement. C'est un bel exemple. Quand il faut. Ouais, c'est un bel exemple. Et c'est peut-être ce qui manque au duel. On parlait de Lugano et de Lausanne, d'avoir des joueurs comme ça qui sont vraiment des moteurs qui inspirent les autres, et puis qui sont des moteurs dans le vestiaire. Quand Noah Roth il parle, tout le monde se tait. Donc ça c'est important. C'est important d'avoir des gars comme ça. Il parle, mais il prêche par l'exemple sur la glace. C'est ça. Il inspire par ses actes. Et moi je dis toujours qu'un bon capitaine, c'est le prolongement du bras du coach. Ouais. Et Cadieux et Roth, ils sont très similaires au niveau de la mentalité, et ça match incroyablement bien, et tu sens qu'il y a une unité là derrière, et la gestion autant du coaching que du capitanat. Je parle dans les moments chauds de Rod, l'impulsion c'est tout le temps lui, quand il rentre, quand c'est un peu serré, c'est lui qui va mettre un énorme check et qui remet l'équipe dedans. Moi le meilleur exemple c'est le fameux match contre Berne, où après le premier shift, Filppula il se prend un monstre hit, deuxième shift Noah Roth va mettre un méga hit de l'autre côté. Il rétablit tout de suite la balance. Rappelez-vous le fameux match en play-off contre Fribourg où Roth est arrivé. Ouais, bien sûr. La série a tourné à ce moment-là. Ouais. On a fait le tour des clubs romans. Il y a quand même encore une affiche que je voudrais mettre en évidence ce soir, parce qu'elle oppose deux équipes à l'inconstance crasse et qui ont pourtant des ambitions. C'est Zug et c'est Zurich. Comme ça nous permettra effectivement d'évoquer également Zug dans le cadre de la Champions League. Ouais. Mais bon, d'abord le championnat suisse, Zug-Zurich. Alors bon, Zug jouera quand même un rôle jusqu'au bout, je pense. Zurich m'étonne quand même, parce que c'est pas... L'équipe elle est là, c'est un contingent extraordinaire, mais ça ne donne pas encore ce que ça devrait, et Zurich a aligné quand même quelques revers incroyables qu'on n'attendait pas, quoi. Comment il faut voir ce match aussi? On va rappeler le match, on avait eu l'affiche, ça a été un match fou, c'était l'un des meilleurs matchs que j'ai eu à commenter cette saison, parce que c'était ouvert des deux côtés et on s'attendait à un match très tactique, très fermé, et les artistes ont pris le dessus sur la tactique, et il y a eu un score, je crois qu'il y avait eu 12 goals ou 7-6. Ouais, c'était 7-5 ou moi je me rappelle plus exactement, mais c'est fou, ça a tourné dans tous les sens. Et là, je pense que ce soir, ça commence à être plus important. On est au mois de janvier, on approche un petit peu des dates fatidiques, il y a des points très importants à garder. Zurich sort d'une série pas très bonne. Zug a fait un match moyen en Ligue des Champions, a perdu un match très, très important à Cloton dans le match of the week. Donc, je crois que ce soir, on a vu un Zug à Genève qui avait gagné. Ils ne voulaient pas perdre. Et ils ont été très très bons dans les moments décisifs, très très bons défensivement et très incisifs au niveau offensif sur quelques actions. Et je pense que ça va être un match de ce type-là. Ouais. Alors moi je dirais que
le point commun entre Zug et Zurich, ils ont les deux besoin de se rassurer parce que c'est deux équipes qui ont des gros effectifs mais qui ne tournent pas à plein rendement. Après Zurich, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même changé le coach. Donc, et puis Zurich, c'est une belle équipe, mais c'est aussi une équipe avec des gros caractères. Hein. Donc là aussi, au niveau de la répartition des rôles, je pense que ça peut prendre un peu de temps pour Crawford. Et puis de l'autre côté, Zug, ils sont un petit peu dans l'eau tiède, quoi. Donc je pense que typiquement, comme a très bien dit Laurent, le fameux match de Zug, ils n'ont pas voulu perdre. J'ai l'impression qu'ils vont à Genève, voilà, ils vont aborder le match de la même manière. Et puis c'est quand même une des forces de Zug, ils sont capables de changer de tactique d'un match à l'autre. Moi, ce que je pense, c'est que ces deux équipes ont besoin de se rassurer avant les playoffs. Alors, Zug, c'est encore un autre problème puisqu'ils ont la Coupe d'Europe, mais je pense que dans les deux cas, c'est des effectifs qui ne tournent pas à plein rendement. Et pour moi, la grande question, c'est effectivement ces deux équipes qui sont capables de bien jouer en playoff à une condition, c'est que quand tu appuies sur le bouton, ça part sur on. Ouais, moi, personnellement, cette saison, de ce que je regarde, j'ai un peu peur pour eux. Même si on connaît ce que Zug a été capable de faire et tout, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-bas. J'espère que ça va se replacer, mais je pense que cette saison, ça va être un peu... je vois les deux équipes en difficulté. C'est mon opinion. Même dans les premières rondes qui vont aller dans les playoffs, je suis pas convaincu comme j'étais l'année passée. Je vais rebondir sur ce que vient de dire mon ami Pat. J'ai regardé le match de Ligue des Champions. Tempéré, incroyable tactiquement. On le sait, t'as pas de chance. T'as pas de surnombre et dans le slot, si tu rentres, tu te fais fracasser. Donc, les seules solutions qu'ils avaient, c'est d'avoir de la vitesse et c'est de gagner derrière du filet et puis jouer avec les défenseurs. Le problème, c'est que les défenseurs, ils n'arrivent pas à mettre ce puck au net. Kreis, Schlumpf, Gross, Geiser, à la ramasse. Et au niveau international, en demi-finale de Ligue des Champions, la profonde différence, elle s'est fait là. C'est que jusqu'à la ligne bleue offensive, ça va très bien. Mais quand tu arrives dans la vérité, c'est là que ça s'est joué la différence entre les deux équipes. Et là, si tu veux gagner à Zug, il va falloir aller dans la peinture. Ça, ils l'ont fait, les attaquants. O'Neill a été présent. Moi, je l'ai trouvé très très bon, mais est trop altruiste encore. Il doit plus aller attaquer, driver le net. Mais surtout, il faut que les défenseurs ils gagnent leur duel et puis que quand offensivement ils ont un puck pour mettre à la ligne bleue, il faut que le shoot il soit précis, il parte pour qu'on ait une déviation, un deuxième voire un troisième puck. C'est comme ça que tu vas gagner contre Tempéré. Et aujourd'hui, le transfert de Kreis à Berne, moi je suis directeur sportif de Zug, il n'y a aucun problème. Il peut partir quand il veut. Ils sont pas bons. Kreis et Schlumpf, c'est vraiment une paire de défense qui n'est plus la même par rapport aux précédentes saisons. Oui, Christian, c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vu le match, on va quand même préciser que Zug a été archi-dominé. Zug a été archi-dominé dans ce match, mais s'en sort quand même pas mal avec seulement ce 2-0. Mais 2-0 en Coupe d'Europe, on sait que c'est pas comme au foot. Ça veut dire que maintenant Zug va devoir marquer 3 buts. Est-ce que Zug a les capacités justement face à ces Suédois-là? Alors bon, moi juste... Je vais revenir sur ce que vous venez de dire les deux. Je trouve que Zug, ils ont eu droit à une démonstration de hockey finlandais. Le problème, c'est finlandais. Hein. Voilà. J'ai dit suédois, oui, pardon, excusez-moi. Le problème, c'est qu'il est arrivé la pire chose qui puisse leur arriver, c'est de prendre un goal d'entrée. Parce que alors, s'il y a une chose qu'ils savent faire, les Finlandais, c'est défendre avec un gardien qui est un mur. C'est incroyable. C'est peut-être un gardien qui peut être intéressant pour le championnat. Mais bien sûr, mais évidemment. Juste moi, si je suis exact. Ensuite, l'autre chose, trop de pénalités, beaucoup trop de pénalités. Alors heureusement pour Zug, ils ont un méga box-play, ils s'en sont bien sortis. Et puis l'autre chose, moi je trouve que sur la deuxième partie du match, le troisième tiers, Zug a été bon. Ils ont repris le dessus, ils ont repris confiance. Mais comme dit très bien Laurent, ils n'ont pas réussi à être dangereux parce que ils ont un très bon gardien et 2, tu t'approches pas à moins de 5 mètres, autrement tu te prends des nions dans tous les sens. Parce que Klingberg il a fait un travail exceptionnel devant le net, dans le slot, et puis mais sauf les pucks ils arrivent pas. Vas-y, mets le puck au net. Et moi j'ai vu une révolte, Martini a été très bon. Non mais sur le troisième tiers. Devant c'était correct. Simplement c'est quand Philippe dit ils ont été dominés, c'est sur il n'y a pas le support derrière. Non, les occasions franches. Oui, ça, ils ont eu des fois ils sont à la peine et c'est sur des erreurs de placement, des erreurs de relance, des erreurs de repli. Et du côté des Finlandais, tu peux pas marquer sur des surnombres. Et le seul truc, c'est que tu peux marquer là-dessus, mais il faut que tu sois très conséquent. Donc l'entame de match mardi prochain va être capital. Alors justement, j'allais dire une chose. S'il y a une fois où Zug aura besoin de son public,
c'est bien là. Parce que s'ils veulent emballer le match, il faut qu'ils réussissent leur début de match cette fois-ci. Il faut marquer d'entrée. Et parce que ça veut dire que si tu matches d'entrée, les Finlandais vont devoir aussi se découvrir. Parce que là, ils ont un repli défensif qui est vraiment exceptionnel. Et puis, ok, ils dominent, mais c'est extérieur, ça rend pas. Enfin, bref. Ouais, mais j'interromps, mais ce qui me gêne quand même, c'est que là, Giannoni d'un côté, Elianco de l'autre, ça se vaut. Ouais, donc là, on va dire match nul. Et alors sur le reste. Pour moi, c'est la différence en qualité. Il faudra marquer 3 fois. Oui, mais pour moi, c'est la différence de la qualité des défenseurs offensifs, défensifs sur les deux équipes. C'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que je reste persuadé que s'ils arrivent à faire un bon résultat et gagner la Ligue des Champions, ils peuvent être dangereux. Zug, à une condition, c'est qu'ils jouent à 3 étrangers en défense. Ouais. S'ils n'ont pas 3 étrangers en défense, ils n'iront pas loin parce qu'ils vont marquer beaucoup de goals, mais ils en prennent trop. Et en play-off, tu marques beaucoup moins de goals parce que les équipes défendent. Et là-dessus, moi, je suis très inquiet. Je vous ai donné des noms, mais je les ai vus jouer une dizaine de fois cette année et à chaque fois, je ressors ça. Et les seules fois où ils ont gagné, par exemple, quand on les a vus jouer à Genève, derrière, ils ont été très très solides. Ouais. Ils n'ont pas fait d'erreur, ils n'ont pas perdu de puck. Et là, c'est le cas. Et c'est ça le problème. Et je pense que Tangness, il met des choses en place. Tactiquement, c'est structuré. Mais si tes défenseurs ils font des grosses erreurs individuelles dans le placement, dans la qualité de la première passe, ils tentent des trucs incroyables et notamment à Cloton quelquefois ils amènent des pénalités parce que la première passe elle est très mauvaise. Je crois que c'est là-dessus où ils doivent travailler. Bon, le match retour donc entre Zug et Tappara Tampere, c'est mardi et on espère que Zug parviendra à cette fameuse finale. C'est pas on espère, c'est qu'on veut vraiment parce que là on aimerait bien qu'un jour une équipe suisse gagne la Champions League et il y a beaucoup de clubs qui ne la prennent pas au sérieux, donc on aimerait que ça change un petit peu. Ah oui, j'ajoute une dernière chose, que c'était incroyable. Lors du match justement là-bas, Kovar, je crois qu'il a gagné 100% de ses engagements. Et puis on n'en profite pas. Il a gagné 100% de ses engagements, mais moi je l'ai trouvé emprunté dans l'intensité et la vitesse parce que dans les duels il a souffert parce qu'il manque de skate. Et là c'est là qu'on voit la qualité du championnat et la qualité des Finlandais parce que tout le monde est homogène et ça skate vraiment. Et j'allais dire, d'habitude la force de Zug c'est leur skate et on l'a pas vu lors de ce match. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai estimé que Tappara Tampere avait vraiment clairement dominé le champion de Suisse. Voilà, donc on aura la réponse à notre question principale, qualification ou pas, mardi soir. Il faudra marquer en tout cas 3 fois et ne pas encaisser pour pouvoir retrouver les Zougois en finale de cette Champions Hockey League. Le temps passe vite, on va quand même parler un peu des transferts peut-être. Ouais, juste des coachs. Vite les coachs. Rapidement coach, des coachs. Transfert, Piquet de Souban. Exactement. Alors les coachs, Volven donc qui part de Davos, Fuss qui était parti de Lausanne, Skog de Berne, Max Orlet de Lugano, Pesan d'Ajoie, Grönborg de Zurich, Tomilson qui va arrêter pour des raisons de maladie et puis la rumeur insistante pour Luca Giannazzi à Lugano. On espère que ça ne va pas changer et qu'on va continuer à lui donner sa chance. Mais voilà, Brunner avait parlé de ça, avait dit oui, on a fait un pataquès lors du Covid, qu'on avait des problèmes financiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui sont à 7, 8, 9 licences étrangères. Et puis, on a viré énormément de coachs, donc ça coûte beaucoup d'argent. Donc là, moi, je reviens souvent à ce que je dis. Est-ce qu'un jour on va mettre un petit peu les directeurs sportifs face à leurs responsabilités? Parce que pour moi, un bon directeur sportif, c'est quelqu'un qui fait des bons transferts, qui dans le profil de son équipe et surtout qui fait gagner de l'argent au club. C'est-à-dire que vous avez un joueur qui a la possibilité d'être dans notre club pour un peu plus cher, mais vous allez l'obtenir par rapport à votre projet de jeu, etc. Et puis surtout, pas se tromper sur le coaching staff parce que ça coûte très très cher. Pour rappel, Lausanne, il y a McTavish, Peltonen à payer. On a replacé Foust. Il y a le nouveau coach qui a un contrat de 2 ans et demi si ça se passe pas bien. Ça commence à faire beaucoup d'argent. Et puis là, tu pourrais peut-être avoir un Artikainen dans ton équipe, par exemple. Donc là, c'est la chose que je voulais. L'exemple à suivre, c'est Vienne. L'exemple à suivre, c'est Vienne. Vienne, pardon, excusez-moi. Vienne aussi, remarqué, ça bosse pas mal. Ouais, et puis je voulais revenir sur Volven. J'ai bien lu et puis bien décrypté son interview. Et puis, dans une des questions, c'est avez-vous échoué avec le directeur sportif Jan Alston? Sa réponse, c'est no comment. Oui, il répond pas. Mais oui, mais pourquoi? Parce que pareil, là, vous prenez un directeur sportif qui veut être la star du club et puis vous avez un entraîneur qui veut être la star du club. Ça peut pas matcher. Ouais. Les relations humaines, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent, pour Lausanne, il faut qu'il y ait un mec qui ait le sang rouge et blanc.
et un Florian Comte, un mec du Serail, un Mika Ngoy, des gars comme ça pourrait vraiment amener cette identité comme Steinegger à Bienne. Patrice Lefebvre, c'est vous qui aviez amené le sujet Volven tout à l'heure. Précision apportée. Bon, je pense que j'avais vu depuis le début, depuis un bon moment, le dessin qui se prononçait. Et puis, je pense que je vous ai fait aussi un commentaire il y a 2-3 semaines déjà. D'après moi, le coach était en danger Davos. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Alors, moi, si je peux rajouter un truc, rappelez-vous, je disais tout le temps que Volven était très nerveux. Metropolis très cool, et moi je pense que vous allez voir que c'est Metropolis qui va reprendre l'équipe, parce que je pense qu'il s'est mis les gars dans la poche. Moi je suis pas sûr de cela, moi il y a juste une chose qui me dérange, c'est quand t'es coach depuis 4 ans et que t'as tout donné, parce que quand t'es coach tu donnes tout, jour et nuit c'est ta vie, et ça faut le respecter. Et lorsque on te donne un entretien début novembre, puis début décembre, puis début janvier, puis que ça arrive finalement mi-janvier, peu importe la décision, ça te laisse pas le temps de te retourner au niveau des transferts, et ça je trouve que c'est pas respectueux. Ça m'a vraiment dérangé. Maintenant, les rumeurs, c'est Niemela qui était le coach assistant avec Peltonen, qui a travaillé longtemps avec Ian Alston, qui était un bourreau de travail. Moi je l'ai vu, j'arrivais à 6h30 à la patinoire pour l'Uni, il était déjà là. Donc c'est vraiment un bourreau de travail. Est-ce que c'est un système nordique par rapport aux étrangers qu'il a à disposition? Puis Joss Holden. Moi je vous dis, Holden pour moi c'est, si j'étais c'est une option, directeur sportif d'un club, je le prendrais peut-être par rapport à sa connaissance de joueur, sa connaissance du championnat et son passé dans le staff de la méthodologie. C'est marrant cette émergence que l'on a depuis maintenant 2-3 saisons de voir des assistants prendre les rênes d'une équipe. Il y a eu Landskog également qui était assistant et qui est devenu entraîneur à Berne. Il y a pas mal d'assistants maintenant qui ambitionnent réellement de devenir le patron. Oui, alors c'est un demi-renouveau. Ils ne viennent pas de l'extérieur, ils sont déjà dans la maison. C'est un demi-renouveau, mais ça dépend du profil. Tu as des gars, ils sont assistants et ils sont faits pour être assistants. Puis tu as des gars qui sont faits pour être coach. Exactement. J'ai jamais entraîné en National League, mais personnellement, je sais pas si je serais capable d'être assistant. Je sais que tu serais pas capable. Je serais pas capable parce que j'ai mes propres idées, et puis il faudrait que j'ai un profond respect, et puis qu'on ait la même philosophie. Donc il faut qu'il y ait déjà une connexion au départ. Et c'est pour ça que moi, ça me surprend toujours lorsque je vois un coach arriver, puis qu'on lui impose ses assistants. Ouais. Ça c'est très très dur, parce que ton assistant, comme disait Luca avec son directeur sportif, tu le vois plus que ton épouse. Donc c'est un mec, tu dois avoir une confiance intégrale. Et puis si on parle un petit peu de ce qui s'est passé dans certains clubs, il y a des assistants qui n'ont pas été très très honnêtes. Donc du coup c'est vraiment important pour le coach de pouvoir avoir son staff. Il y a des assistants qui sont devenus head coach qui n'étaient pas très très honnêtes pour avoir le poste, en tout cas. Exactement. Et tout va aussi avec les opportunités. Et c'est une opportunité. Comme tu as dit, Laurent, tu es assistant. Habituellement, tu as des ambitions aussi. Oui. Mais t'en as qui sont pas faits pour être. Je vais vous raconter une histoire brièvement, mais à l'époque, c'était, je crois, en 2008. On fait de bonnes saisons en junior élite. Il y a Lugano qui me rencontre à Genève pour prendre le poste d'entraîneur. J'étais une période difficile dans ma vie familiale, et du coup je refuse le poste. McNamara signe là-bas. Dans la saison, ça se passe mal avec le coach. Il a fini la saison en Liga, et puis il a fait une saison et demie comme entraîneur, parce que pour des raisons de budget, ils ont mis l'entraîneur junior. Donc c'est vraiment une question d'opportunité. Bon, on boucle le chapitre avec les transferts. Entraîneur, maintenant les transferts, et ensuite on va finir avec tout. Alors j'ai déjà parlé de ça, mais Kreis à Berne, pour moi, pour Zug, c'est une bonne affaire, parce que ça matchait plus. Je trouve que ça matche plus. Pessonen qui re-signe à Langnau, c'est génial pour Langnau, mais je suis même étonné. Je comprends pas. Je comprends pas Pessonen en fait. Bah lui il peut avoir plus d'ambition que ça. Oui, mais lui il est très bien là-bas. Je pense qu'il est bien payé parce que il a ses copains autour. Il a ses copains autour. Une anecdote quand même. Le fans club, ils sont cotisés, ils ont fait des repas de soutien, etc. pour leur payer aux Finlandais un sauna sur le toit de la patinoire. Mais c'est une histoire magnifique. Il y a juste à Langnau que tu vois ça. Ouais. Donc voilà. Ensuite, Jacques May, toujours un joueur de concession qui est très important pour jouer sur le premier bloc avec le joueur étranger qui va arriver. Metsola.
qu'on signe à Cloton. Alors ça, c'est un gros. Ouais. C'est un gros transfert. Et puis la rumeur Smirnov à Cloton. Vraiment, c'est les transferts un peu qui m'ont marqué. Les autres, c'est un peu moins important. Et il y a un dernier nom que j'ai envie de rajouter parce qu'on ne sait pas s'il va rester ou pas, c'est Bikov. Voilà, alors là, j'avais noté Bikov, banderole, reconduction. Parlons. Après, je laisse parler Christian, mais je veux juste revenir. Vous vous rappelez, on a eu une émission avec Christian Dubé, on en a parlé. Oui. Sa réponse a été la suivante. Est-ce que par rapport à son âge, ses performances et son salaire pour un 4e bloc, est-ce qu'il ne faut pas un renouveau à Fribourg? Donc c'est vraiment... Maintenant, moi j'avais dit, c'est très compliqué d'être entraîneur à Fribourg par rapport au nom que tu as dans l'équipe. Bikov en faisait partie. Moi j'adore ce joueur, je l'ai eu en cours d'entraîneur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est plein d'humilité et qui a vraiment beaucoup de talent. Moi ce que je pense sur Bikov, c'est que si Bikov il va dans un club moins prestigieux en Ligue nationale, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu et je pense qu'on peut avoir un renouveau avec Bikov. Et je pense que l'année dernière en play-off, notamment en quart de finale, il a beaucoup apporté à Fribourg, notamment en box-play. Maintenant, la banderole et ce qui s'est passé avec les gens à Fribourg, vous imaginez la pression qu'il y a sur le directeur sportif? Dubé. En fait, moi, c'est ça que je voulais dire. C'est un crève-cœur pour tout le monde. Parce que c'est un peu la croisée des chemins. C'est-à-dire que où il reste à Fribourg, parce que Christian Dubé décide... Il a fait des gros efforts financiers. Chaque année, il a baissé son salaire. Oui, bien sûr. Sans même parler de ça, parce que c'est clair qu'il a déjà fait des concessions là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour Dubé, quoi qu'il arrive, s'il ne leur signe pas, ça va être impopulaire. Parce que c'est quelqu'un de tellement aimé. Mais il n'en a pas peur, ça je crois que Dubé n'a pas bien peur sûr, de ça. Mais n'empêche que c'est quand même une gêne. Ensuite, pour Bikov, c'est la même chose, parce que c'est la croisée des chemins. D'un côté, est-ce qu'il reste avec un rôle secondaire? Ou bien alors, et comme tu dis Laurent, je peux l'imaginer à Langnau où il joue sur le deuxième pipi par exemple, parce qu'il a largement de quoi le faire. Qu'est-ce que tu fais? Et puis après, il y a encore toute l'histoire, il y a ses potes, il y a Sprunger, je pense que ça doit être dur pour tout le monde. Je peux vous dire quelque chose? Oui. Moi où je le verrais, vous allez tout le monde va tomber de sa chaise. Moi, je le vois dans un club plus huppé que Langnau. Moi, je le vois à Genève. Ouais. Moi, je le vois à Genève dans la jury collective de Genève. Il serait tellement heureux. Mais Cadieux sera comme Dubé, c'est-à-dire qu'il va l'utiliser comme joueur de rôle et il aura peut-être 7, 8, 10 minutes de temps de jeu et pas plus qu'à Fribourg. Peut-être, mais si on a un coach qui arrive à l'utiliser, lui donner encore du... Moi, j'aimerais le revoir en powerplay. Dubé est capable d'utiliser correctement Bikov.